président LR de la région Grand Est. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fonctionne déjà, hein? Et oui. Super. Bonjour. On est en direct. Nous ne sommes pas dans les conditions du direct, nous sommes bien en direct sur la tribune.fr. Donc Très bien, bah, très heureux. Très heureux et bravo parce que vous avez mis les moyens et ça fait plaisir pour que les régions, je pense, puissent présenter là aussi ce qu'elles font et plus que jamais être dans la pédagogie de leur action. Tout à fait. Et nous, on essaye, je le rappelle, je fais la petite page de pub pour nous, on essaye d'être le média de la transformation des territoires. On a des bureaux partout en région. Nous avons notamment Olivier Mirguet chez vous dans le Grand Est. Tout à fait, on connaît bien Olivier. Voilà. Et on lui passe le bonjour si tu le regardes, Olivier. Donc, Monsieur le Président, vous êtes également donc, le président de la commission mobilité, transport et infrastructure. Des sujets un peu quand même d'actualité, on va dire. Il y a eu le rapport Duron. Philippe Duron est présent dans la salle. Il y a à côté, à cause de la Covid, beaucoup de pertes de recettes des autorités organisatrices de mobilité, moins de fréquentation, moins de recettes. On peut rappeler par exemple la région Île-de-France accuse une perte de plus d'1 milliard d'euros et demande à l'État une compensation. Il y a la hausse des péages, ces tarifs dont s'acquittent les régions auprès des SNCF Réseau pour l'entretien des infrastructures. Et parallèlement, on vous demande aussi, toujours plus aux régions, de maintenir les infrastructures en bon état. Comment on peut résoudre l'équation et qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole de Jean Castex, le Premier ministre, sur tous ces sujets brûlants financièrement voilà. Vous posez bien les sujets, ils sont tellement multiples et complètement imbriqués et intriqués les uns dans les autres qu'effectivement il faut les prendre un peu de manière successive. Vous l'avez dit, on a été touché pleinement par le Covid. 355 millions de recettes diminuées pour les régions hors Île-de-France, 1,3 milliard pour Île-de-France Mobilité. C'est énorme, c'est conséquent. Et pour autant, aujourd'hui, on le voit encore, il n'y a pas une reprise de la fréquentation qui pourrait être optimale et qui pourrait nous rapporter là aussi des recettes. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, c'est qu'il y ait une forme de compensation. La compensation s'est faite sur des compagnies nationales comme Air France, par exemple, sur un certain nombre de politiques. Il faut que dans le cadre encore du soutien à l'effort que nous faisons les régions, bien le gouvernement se porte à nos côtés pour que ces mobilités du quotidien puissent continuer à vivre. Ça, c'est pour le présent. C'est dans la situation actuelle. Nous sommes un bon nombre de régions aussi aujourd'hui à ouvrir à la concurrence un certain nombre de lignes. Nous sommes 2 régions à avoir signé un accord avec le gouvernement pour nous projeter plutôt à 10 ans sur la capacité de gérer nous-mêmes un certain nombre de petites lignes. Là-dedans, il y a un autre intervenant qui est la SNCF, qui a une obligation de retour à l'équilibre en ce qui concerne la SNCF Réseau, vous l'avez dit, et qui nous fait payer plus de 3,5% d'augmentation chaque année de droits de péage sur tous nos trains. C'est une équation un peu compliquée à résoudre. Et donc là, l'échange avec le gouvernement et avec la SNCF est juste primordial. Et du coup, est-ce que ça vous donne encore plus envie d'accélérer l'ouverture à la concurrence, comme a commencé déjà à le faire Renaud Muselier dans la région Sud? Alors, on a les uns et les autres notre programme. En ce qui concerne la région Grand Est, on a 2 lignes qui sont en train d'être ouvertes à la concurrence, 7 lignes en 2023 supplémentaires transfrontalières. Tout cela est largement engagé. Moi, j'ai encore envie d'aller plus loin. J'ai encore envie d'aller plus loin en disant on peut aujourd'hui devenir... avoir une responsabilité en termes de compétences sur les routes nationales non concédées. La loi nous permet de le faire. Très bientôt. On peut avoir droit éventuellement à la mise en place d'une écotaxe régionale. La loi nous permettra de le faire. Et moi, je demande progressivement, dans le dialogue que j'ai avec Jean-Baptiste Djebbari, que nous puissions même devenir ministre des Transports, que nous puissions même devenir éventuellement concessionnaire autoroutier. Carrément. Carrément. Pourquoi? Parce que tout cela... ça nous met en responsabilité, on connaît nos infrastructures, on peut les planifier sur 10, 20, 30 ans et pas à coup de CPER ou d'autorisation d'engagement. Le contrat de plan est à région. Oui, c'est vrai, merci. Non, c'est pour notre public, voilà. je le dis, les acronymes, on peut éviter. Le contrat de plan est à région et de ne pas déclencher des autorisations d'engagement annuelles. Quand on parle de train, c'est des programmations qui sont effectivement très longues. Et donc des programmations pluriannuelles d'investissement. Et ça... Eh bien, dans notre pays, il faut qu'il y ait un véritable changement culturel des modalités budgétaires et d'adaptation à la réalité d'un trafic qui doit évoluer. Et de par votre situation géographique, que ce soit sur les trains ou sur l'écotaxe,
Est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler main dans la main avec les landers qui vous entourent, par exemple, là-dessus, pour que ce soit harmonisé et pour pas qu'il y ait des personnes qui se braquent parce qu'on leur a mis une écotaxe ou qu'on leur a mis du côté allemand, c'est fait. Il y a ce qu'on appelle la Maut, c'est une écotaxe régionale. Tout à fait. Du côté luxembourgeois, en ce qui me concerne, eh bien, du jour au lendemain, les luxembourgeois ont décidé de rendre gratuits les transports. Eh bien, on doit s'adapter. C'est ça aussi le charme du dialogue transfrontalier. Chacun, parfois, a ses propres contingences, ses engagements politiques. Donc, il faut s'adapter. Mais il faut de la souplesse. Et il ne faut pas de la rigidité. Et le système français est quand même un système très rigide. Comment on peut sortir de cette rigidité? Quel message vous aimeriez faire passer parce qu'on entend, il y a je ne sais pas à quel acte de décentralisation. On a la loi 3DS, on va différenciation, déconcentration, décentralisation et simplification de l'action publique. Mais on a l'impression que cette choc de simplification n'arrive pas, que cette décentralisation plus des paroles que des actes. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un Big Bang institutionnel pour les régions? Non, certainement pas le grand soir, mais simplement qu'on soit écouté, qu'on soit entendu. La loi 3DS, c'est une loi qui va être une loi déceptive pour tout le monde. Nous pourrions aller plus loin dans l'expérimentation. Ce qu'on fait dans ma région, on ne le fera pas en Il faut de l'adaptation. Comme disait Carole Delga tout à l'heure, il faut de l'adaptation territoriale. Il faut de l'adaptation et il faut faire juste confiance à un moment donné aux acteurs locaux. L'État et les régions et les collectivités locales ne sont pas là pour s'opposer. Nous avons l'équipe de France, comme dirait Carole Delga, entre nos mains, chacun dans ses compétences, chacun dans son rôle. Moi, je ne viens pas contester le rôle de l'État. Au contraire, nous avons besoin là aussi d'un cadre national, mais que dans ce cadre national, il y ait de la souplesse. Et la souplesse, elle n'est pas française aujourd'hui. Alors, si la souplesse n'est pas française, comment allez-vous nourrir le volet transport du livre blanc qu'a annoncé Carole Delga en juillet dernier, que vous allez réaliser avec l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, que vous allez évidemment soumettre ensuite aux candidats à l'élection présidentielle? Je vous ai donné quelques exemples sur les infrastructures, sur l'écotaxe, sur la possibilité éventuellement d'avoir accès aux concessions autoroutières, mais il y a aussi le transport routier. Il y a hier soir, je discutais avec le président du conseil départemental du Gers, qui me disait que lui, il n'y a aucune voie ferrée dans son département. Philippe Martin vous disait il n'y a aucune voie ferrée dans le Gers. Il n'y a aucune voie voilà, donc il a un problème de transport. Il peut en parler avec Carole Delga, justement. Voilà, il faut qu'il en parle avec Carole Delga, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, à travers le transport par autobus, autocar, eh bien, on rend les mobilités actives? Aujourd'hui, on ne peut pas disjoindre la réflexion sur le recrutement, sur la formation, sur le retour vers l'entreprise d'un certain nombre de demandeurs d'emploi s'ils n'ont pas accès aux mobilités qui leur permettent de le faire. Nous avons, nous, des dispositifs qui aujourd'hui prennent de plus en plus les demandeurs d'emploi et leur permettent de passer le permis de conduire, de s'acheter une voiture. Ça, c'est un sujet de mobilité. Il y a un autre sujet de mobilité qui est celui de l'électromobilité, des nouveaux carburants qui arrivent sur le marché. Ça concerne aussi à la fois l'économie, les mobilités, le développement durable, l'aménagement du territoire. Toutes les compétences que vous avez. Voilà, il n'y a pas que les mobilités d'un côté. Les mobilités sont fortement liées avec les autres politiques régionales. L'aménagement du territoire et le développement économique. Vous parliez des carburants alternatifs. Avec Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane, juste avant vous, on parlait de l'hydrogène. Parce qu'une première usine française d'hydrogène vert va avoir le jour, est ouverte aujourd'hui en Guyane. Comment vous regardez le sujet de l'hydrogène pour lequel le gouvernement a mis sur la table 7,2 milliards dans le cadre du plan de relance? Vous, à votre échelle de la région Grand Est. Alors, il y a là encore beaucoup d'efforts et de clarifications à faire. Il ne faut pas considérer que l'hydrogène va être le Graal. Et avant l'hydrogène, on peut parler de GNV, du gaz naturel vert, on peut parler d'un certain nombre d'autres biocarburants issus du colza, de la betterave, qui aujourd'hui ont un vrai succès. Et tout cela, c'est progressif. Le développement industriel et l'industrialisation vraiment de l'hydrogène, c'est plutôt du moyen et du long terme. Ça va concerner à la fois l'industrie, ça va concerner les flottes captives, ça va concerner donc tout ce qui est bien train, péniche, les camions. Le fret, eh bien, tout cela, ça nécessite qu'on construise une planification. Alors, oui, construire une filière avec tous les opérateurs. Oui, voilà, construire une filière. On a aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement a annoncé des aides conséquentes.
Aujourd'hui, elles ne sont pas encore redescendues sur le terrain, à l'image par exemple du land juste voisin au nôtre, le land de Sarre, qui hier s'est vu attribuer 400 millions d'euros pour développer à l'échelle de ce petit land eh bien, toute une stratégie autour de l'hydrogène et d'être une région test à l'échelle allemande. Eh c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on gagne encore en clarté et en stratégie. Que le cadre national soit fixé par l'État, ça me va parfaitement bien, et que dans ce cadre-là, eh bien, nous puissions parfois pousser des filières d'excellence, de la production d'hydrogène sur un certain nombre de plaques industrielles. C'est absolument nécessaire de le faire. Carole Delga, qui arrive à l'instant dans ce studio, eh bien, est une présidente qui défend l'hydrogène plus que jamais, mais il faut aussi que nous ayons nous-mêmes l'intelligence bien de travailler entre régions et de ne pas tout attendre là aussi de Paris. Il y a en termes de stratégie industrielle liée à l'hydrogène des complémentarités qui peuvent se faire. J'en ai discuté avec Laurent Wauquiez hier, qui est aussi preneur d'une démarche peut-être encore plus articulée les uns avec les autres. Transrégionale. Merci Jean Rotner, président LR de la région Grand Est. Merci.